Donc moi je suis dans une région un peu, une ville un peu reculée, parce qu'il n'y a pas une route contournée, mais pour les curiosités culturelles, pour les créations artistiques, les gens ne se soucient pas des distances, ils se soucient de ce qu'ils vont trouver. J'ai donc imaginé qu'en organisant un espace communal, les gens viendraient. J'organise déjà depuis plus de 10 ans le festival à Bokingoma. J'ai ce carnaval. Il y a tout un patrimoine à valoriser dans cet arrondissement. Et nous pouvons faire une destination culturelle, multiculturelle. Ce ne sera pas destiné simplement à la danse ou au carnaval, mais aussi des résidences d'artistes, festival de musique, pourquoi pas tournage de cinéma, de films. Et c'est comme ça que Jean-Pierre Bokol, en séjour au Cameroun, on discute ensemble et on commence à penser au fait qu'on n'est pas toujours obligé aussi de payer des créations artistiques en numéraire, en monnaie déjà connue. Tout le monde sait qu'Acom 2 se trouve à moins d'une heure de crédit, se trouvera à moins d'une heure de crédit. Il y a de gros projets structurants dans le département de l'océan. Pourquoi ne pas voir comment valoriser notre richesse du sous-sol en attirant ici de grands artistes qui se feraient payer par nos richesses et non pas par l'argent que nous n'avons pas. Donc c'est ça le projet Mining for Mind qui a fait en sorte qu'aujourd'hui Jean-Pierre Bokol soit à Efoulan, bon, à la faveur des funérailles d'une de nos mamans aussi, hein, du coup, d'où les chants pygmées qu'on entend en fond. Et on peut déjà dire que nous sommes dans le sujet, hein, parce que on a déjà reçu ici des stagiaires français qui sont venus pour échanger avec les villageois sur la danse. Nous avons reçu aujourd'hui un grand cinéaste camerounais avec toute une équipe qui vient déjà avec un projet qui peut être intéressant pour nous. Je pense que nous sommes dans le vif du sujet et que c'est un peu fou comme ça de le dire pour des gens pour qui le développement c'est la création des usines, la mise en valeur des mines, mais la culture. Mais bon, bah, il faut être soi-même artiste pour rêver et pour croire que c'est réellement là une opportunité de pouvoir créer une ville et de pouvoir créer la première ville culturelle d'Afrique noire. En fait, je vais peut-être commencer par dire que par définition, les choses n'ont pas de valeur en soi. La valeur vient de quelque chose qui est complètement immatériel dans la mesure où on est dans la valeur est une construction. La valeur n'est pas donnée en soi. Alors, moi, je prends l'exemple d'une statuette Fang qui mesure 15 cm et qui, dans les enchères de Christie Zoutro, va chercher dans le milliard de francs CFA, c'est-à-dire qu'au kilo, ben, la petite statuette Fang est plus chère que notre Cameroun 747. Vraiment, proportion gardée, si les choses étaient... Mais ça veut dire que la valeur des choses de nos jours tient aussi de leur prix en termes marchands. Donc peut-être qu'il faut commencer par terminer, mais non, mais la valeur dans les processus plus complexes, comme je le disais, dans le registre émotionnel, dans les constructions de ce qu'on veut leur accorder. Nous sommes dans une logique d'économie marchande. L'économie marchande, c'est-à-dire l'économie où la valeur est définie par la valeur marchande des choses. De manière générale, c'est pour ça que j'ai pris l'exemple de la statuette. Et c'est valable pour l'art, c'est valable pour la création. Pourquoi une telle statuette africaine coûte plus cher qu'une autre? Pourquoi une statuette bangwa coûte plus cher qu'une statuette, je
je ne sais pas, Bamana ou Sélophobie, qui détermine la valeur et à quelle fin. Et dans quel registre canonique et émotionnel, parce que je reviens toujours sur ces émotions, je veux dire que, alors, il ne fait aucun doute que nous produisons la valeur, même si nous ne savons pas leur attribuer la valeur. C'est preuve que c'est la valeur des objets, la valeur des choses africaines est déterminée dans un autre contexte où ils ont donné une valeur spécifique pour des raisons qui sont liées à leur histoire, qui sont liées au contexte, qui sont liées à des phénomènes de mots, qui sont liées à tout ce qu'on peut imaginer. L'or est dans l'espace marchand, l'or est une valeur aujourd'hui refuge. Hein? C'est-à-dire que quand la monnaie, au sens de dollars, d'euros, etc., se porte mal, j'achète de l'or. Quand je n'achète pas un tableau, hein, comme les iris de Van Gogh, ok? Proposer à des stars de l'or comme cachet, ça peut les amuser. Certaines, ça peut les amuser pour faire un pied de nez au système marchand. Georges Clooney a bien mis tous les cachets de What Else pour un satellite d'observation pour surveiller un dictateur en Afrique. Le Soudanais El Béchir. Avec Georges Clooney a beaucoup d'humour. Je crois que toute cette idée de réinvention doit effectivement peut se penser comme un gag. Comme un gag proposé à des gens qui eux-mêmes ne manquent pas d'humour et qui auraient un sens éthique et qui se diraient, ok, participer à ce gag, ça participerait de modifier l'idée que l'Afrique a dans le monde. Et c'est l'Africain qui nous propose de participer à ce jeu-là. Effectivement, à cette aune, donc de jouer, la poignée d'or qu'on remettra à Georges Clooney et à sa bande de copains, par exemple, comme Monument Men, ne prendre que ça, je veux dire, serait un symbole, même un gage de quelque chose, comme d'un nouveau monde qu'on commence. En fait, il faudrait proposer à tous ces gens l'écriture d'un nouveau monde, la genèse d'un nouveau monde, d'un monde nouveau. Parce que somme toute, le cinéma et les cachets que ces gens gagnent sont aujourd'hui l'expression la plus achevée d'une asymétrie au plan de la valeur dans le monde, très clairement. Donc, puisqu'ils ont quelques-uns encore un peu d'éthique, on peut leur proposer ce gars de faire un film, je serais effectivement à trouver lequel, mais lequel film, en fait, quand tu liras, poserait des questions fondamentales sur l'état du monde, l'Afrique, etc., en racontant une histoire qui serait belle, qui serait peut-être même larmoyante, je n'en sais trop rien, mais qui ferait que cette histoire-là, vue partout, raconterait que le monde est à repenser aujourd'hui, le monde est à refaire, et que c'est important de refaire le monde. Et puis si on ne le refait pas, voilà ce que ça va donner. Les matières premières, par définition, ne servent à rien, tant qu'on ne les exploite pas. Donc que nous soyons propriétaires de matières premières ne nous avantage pas davantage tant que nous ne saurons pas les transformer en valeur. Je raconte toujours l'histoire de cet explorateur anglais qui arrive dans quelques plages du Cap et qui voit les garçons qui jouent aux billes avec des diamants. Et on dit, tenez, qu'est-ce que vous faites avec ces œuvres? Donnez-moi ces joujoux-là. Vous voyez, dans la valeur, par définition, c'est un diamant, l'or en soi, c'est du métal, pour ce qui concerne l'or, c'est un petit caillou, pour ce qui concerne le diamant. Donc, poser le problème de la valeur des objets, c'est poser le problème en termes de confrontation, en confrontation de ce qui produit, de ceux qui produisent la matière qui sera transformée en valeur, et du processus qui les conduit vers la valeur. Et là, on rentre dans une problématique plus large, des rapports, des traités, des rapports inégaux entre l'Occident et comment on rentre dans les produits, dans les processus de valeur des autres, l'altérité. Je suis un archéologue, je cherche dans les tréfonds de la Terre, les vestiges du passé. Mais à quoi me servent ces vestiges du passé si ils ne sont pas inscrits dans un j'utilise toujours le terme procédure ou processus de valeur que nous donnons
à ces objets trouvés. Est-ce que nous avons besoin de réhabiliter ou de valoriser notre mémoire? À quelle fin? À des fins politiciennes, à des fins d'appropriation, de je ne sais pas quoi, de quelques retombées politiques? Vous voyez que la valeur est une notion fluctuante qui dépend de ce qu'on veut en faire en fait. Hein. Donc, mais je dirais pas tout n'est pas tout et tout n'est pas rien non plus. Je veux dire qu'il y a quand même un marché qui a fini par consacrer les choses et attribuer un prix à chaque chose. Mais le vrai problème se pose en termes de qui donne de la valeur et pourquoi faire. Quelles sont les ressources sur lesquelles un maire ou une maire peut se fonder pour lancer dans un plan comme celui-là de la production de prospérité? Parce que moi je n'ose même pas appeler ça développement, parce qu'avec le développement, ça donne toujours l'impression qu'il faut du temps, il faut laisser du temps. On nous dit, oui mais l'Occident a mis tant de temps pour arriver. Mais le téléphone portable qu'on utilise, la Mercedes dans laquelle on roule là, on l'a pas acheté en 200 ans, on l'a acheté hier matin ou avant-hier. Donc pourquoi s'il faudrait attendre de prendre du temps pour produire de la prospérité? Et moi je peux parler de prospérité plutôt que de développement aujourd'hui. Et au-delà de la prospérité même, il s'agit de se demander qu'est-ce qu'on est capable de faire, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire, ces hommes et ces femmes, pour produire de la commodité. Parce qu'en définitive, c'est de ça qu'il est question, de produire de la commodité et de tirer des populations de l'Afrique post-indépendante aujourd'hui de l'incommodité. C'est à ça que ça se résout. Quand dans les années 60, on invente la machine à laver vedette et qu'on met sur les publicités la mère de Denis, une brave lavandière de quelque part de la France, etc., et qu'à côté de ça, quelqu'un invente le robot ménager qu'on appelle le moulinette aujourd'hui, c'est bien pour tirer les femmes d'une situation de pénibilité et d'incommodité. Et en fait, depuis la nuit des temps, toute l'aventure humaine, depuis le silex, est tournée autour de sortir de l'incommodité. Pourquoi est-ce que Homo habilis et Homo erectus inventent ces premiers outils? C'est pour sortir de l'incommodité. C'est quand même plus commode d'aller à la chasse avec un silex en pierre taillée que d'aller affronter un ami, une panthère pour je ne sais pas trop quoi, ou même juste tuer une biche. C'est plus facile avec un silex. Donc aujourd'hui, au XXIe siècle, il est absolument urgent de repenser à la fois le principe de la production de prospérité pour les populations qui sont... Le décalage entre la campagne et la ville chez nous aujourd'hui au Cameroun est tellement violent, tellement flagrant, tellement abyssal, que même déjà simplement rattraper ce décalage-là est une tâche énorme. Maintenant, on parle de mondialisation, de toute évidence, à Congo, ils sont tous sauf dans le train de la mondialisation. Est-ce que c'est pour autant qu'on peut imaginer qu'il faille se laisser, on va dire, accabler ou dévisser le long d'une pente comme ça, en se disant, il n'y a rien à faire pour eux? La question c'est, comment est-ce qu'on repense, qu'on réinvente un modèle économique? Comment est-ce qu'on repose à plat toutes ces questions de la valeur? Aujourd'hui, l'État n'est plus le seul garant de l'intérêt général. Je ne fais que reprendre les mots de Mathieu Ricard dans son énorme pavé sur les règles de l'altruisme, où les exemples qu'il donne nous incitent à penser qu'il va falloir qu'une solidarité de masse se mette en œuvre sur la planète aujourd'hui, qu'on repense complètement, alors complètement, toutes ces questions de la valeur, sur le thème de la valeur. Je veux dire que, pour quelle raison est-ce que tel PDG toucherait un parachute doré de 110 millions d'euros? Pourquoi? Pour quelle raison? Comment on peut expliquer ça? Comment on peut expliquer aujourd'hui que Goldman Sachs, qui a produit, on va dire, la crise 2008, se retrouve en train de continuer de faire des affaires et que tous les contribuables de la planète, en plus américains, aient fait les frais de ça? Donc, la vraie question aujourd'hui, dans l'endroit qu'on va produire quand il n'y a rien, le vrai enjeu, c'est de se dire comment est-ce qu'on produit de la prospérité? Quels sont les éléments de valeur? Sur quelle richesse est-ce qu'on peut se fonder pour réussir ce défi-là? Un énorme défi. Nous nous retrouvons littéralement comme au début de la fondation de l'humanité en tant que projet sur Terre. Je veux dire, au bout de tellement de milliers d'années, de 200 000 ans, depuis que Sapiens est sorti d'Afrique, nous revenons à des questions fondamentales du début, du commencement du monde. On ne peut pas continuer de se comporter comme s'il n'y avait pas encore aujourd'hui en Afrique et dans le monde une énorme entropie. Il faut faire admettre l'idée d'une espèce de flexibilité dans les processus de valeur et envisager pour les communautés, les pays, les continents qui ne peuvent pas accéder directement au monde de l'économie monétarisée des banques, de disposer d'un potentiel de ressources, je vais dire, potentiel pour envisager des échanges. En fait, des échanges dans le sens
en somme, il faudrait penser à étendre le moins possible, à pousser au plus loin possible le principe des échanges équitables. Moi, je pense que ce serait quelque chose qui peut-être a été mis, et l'idée est d'autant plus séduisante qu'on est dans une époque de, on va dire, de tolérance écologique. Et je crois qu'il y a un sentiment répréhensible, un sentiment de culpabilité d'avoir pollué l'humanité, d'avoir entraîné, anticipé ces changements climatiques, et en retour, en besoin de payer la redevance, la contrepartie. Et je pense que c'est le moment où jamais une extension du principe de l'économie équitable peut être introduite dans si on veut faire travailler des gens qui pourraient fixer les termes d'un échange équitable dans cette perspective. Je pense que c'est tout à fait envisageable. Le principe, c'est de dire nous n'avons pas d'argent, nous n'avons pas les moyens d'en avoir, nous savons produire de la valeur potentielle. Comment peut-on y arriver? Voilà, c'est une façon de poser la question de cette façon-là.